Et donc, je vous dirais globalement, c'est afin que chaque citoyen puisse prendre sa place dans la société, quelle que soit sa différence. Et donc, en outre, le multiculturalisme est comme une défense, une véritable défense des droits individuels contre toutes sortes d'oppressions, quelle que soit la nature. Et donc, bon, comme vous savez que le multiculturalisme est un terme qui n'a pas, disons, fait une bonne presse dans notre pays. Cependant, cette vision, il faut aller au-delà de cette vision négative des choses. Parce qu'elle permet aux gens de pouvoir se battre tous les jours afin de changer leur destin. Par exemple, ces jeunes auxquels qui sont assignés à la périphérie des villes, sans espoir, donc leur dire qu'ils peuvent se battre à travers l'éducation, de ne jamais renoncer et participer à la vie politique, notamment. Et être notamment un entrepreneur comme d'autres. Donc, je vais vous parler donc aussi de l'exemple du Canada, que je connais un peu mieux parce que j'y ai vécu pendant un an. La différence là-bas est que, il y a une véritable volonté politique d'intégration. Dans notre pays, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais bon, elle n'est pas tout à fait à la hauteur, disons pour ma part, des enjeux. Le Canada est un pays, disons, multinational et polyethnique, comme tant d'autres, bien sûr, qui ont choisi de faire de la polyethnicité, disons, une véritable politique publique, c'est-à-dire le droit à l'autonomie gouvernementale, le droit polyethnique, les droits spéciaux de représentation politique, quelle qu'en soit la différence. Bon. Et notamment, l'actualité, je tiens à rappeler l'actualité, à savoir le président Barack Obama qui a fait par décret, qui est passé par décret en régularisant 50 millions ici on dirait. Et oui, 50 millions de sans-papiers, alors l'Europe est très rétive à régulariser les gens, les immigrés. On les considère comme une menace, alors que ce n'est pas le cas. Et notamment le Front National, il y aurait le remplacement de population et tout ça. Mais bon, donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, savoir que les Européens, l'immigration européenne est plus importante que celle des subsahariens ou africains dans sa globalité. Et que donc, je pense que lorsqu'on rappelle l'histoire, donc certains disent que c'est une sorte de repentance. Pour moi, je pense que l'histoire n'est ni un tribunal, ni un juge. Elle permet de rappeler la mémoire de ce qui a été et que, ça permet de se situer dans l'avenir. Et donc, je vous remercie, j'espère que j'ai été à pour ça. Merci Wadi. On dit souvent que le collectif des Rosas, on n'est que des femmes. Vous voyez, on commence par l'ouverture. On commence. Donc, je vais demander à tous les intervenants de se rejoindre la tribune, s'il vous plaît. Les intervenants du débat. Exactement. Nous avons choisi cette date d'anniversaire parce que le 1er décembre, c'est justement le jour où Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Et d'où le mouvement des droits civiques ont aussi débuté en rejoignant Martin Luther King et d'autres personnes aux États-Unis. Pourquoi nous, d'où le fait qu'on se fait appeler les Rosas de Marseille, parce qu'on se dit héritière du travail qu'elle a accompli, et malgré le fait qu'aujourd'hui aussi, l'actualité nous le montre au quotidien, que bon nombre, la discrimination se fait de plus en plus en fonction de nos couleurs de peau. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui, et pourtant,
Et pourtant, aujourd'hui, je ne vois pas Wally, juste Wally, je vois Wally noir, je vois M. Darien blanc, je vois Mme Orsatelli d'origine maghrébine, et c'est malheureux. C'est malheureux, aujourd'hui, notre identité définit notre race, alors que nous ne sommes qu'une et une seule race, la race humaine. Maintenant, je vais passer la parole à M. Klakoko, qui est panafricaniste et qui va nous dire 2 mots sur les panafricains. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis donc Klakoko et mon intervention, je remercie le collectif Rosas de m'avoir invité. Et mon intervention est intitulée Négrophobie et lutte contre les discriminations, état des lieux. Alors j'ai préparé un PowerPoint, j'espère qu'on pourra le défiler. D'accord, très bien. Donc, négrophobie et lutte contre les discriminations, état des lieux. Je vais déployer cette présentation en 3 temps. D'abord, essayer de proposer une réponse à la question de savoir qu'est-ce que la négrophobie. Ensuite, avec la définition qu'on aura de la négrophobie, on va essayer de la tester sur le terrain français. En France, c'est quoi, enfin, quelle est la problématique de la négrophobie pour l'espace français. Et en dernier point, on va indiquer des pistes de réflexion pour la question de savoir comment lutter contre la négrophobie. Hein? Qu'est-ce que la négrophobie? J'emprunte la citation à la Brigade anti-négrophobie, qui est une association très active à Paris et qui a édité un ouvrage récemment intitulé « Autopsie de la négrophobie ». Et dans cet ouvrage, on peut lire que la négrophobie résume l'idée pure et simple d'un racisme anti-noir qui se nourrit de peur, de haine et ou de mépris pour tout ce qui a trait au monde noir, à la culture noire ainsi qu'à la personne noire. Il s'agit d'une définition, pour ainsi dire, maximaliste. On peut rester dans des proportions bien moindres et être toujours dans la négrophobie. Pour ma part, je distingue 2 aspects dans ce qu'on entend par négrophobie. Un premier aspect que j'ai appelé haltérophobie, et un deuxième aspect que j'appelle égophobie. Et je vais dire ce que j'entends par ces 2 termes. L'haltérophobie, c'est la haine de l'autre, donc alter, autre, la haine de l'autre, et en l'occurrence, la haine du nègre par le non-nègre. Bon, j'emploie nègre, d'autres emploient noir, c'est des questions de chapelle. Je ne vais pas y revenir ici, mais je préfère le terme nègre. Étant un fils d'Aimé Césaire. Nègre je suis, nègre je reste. Et l'égophobie, c'est l'intériorisation de la haine de soi par l'autre. À force de vivre dans un contexte social où on ressent le mépris de l'autre sur soi, on en vient des branches, les barrières de résistance psychique, morale, etc., tombent les unes après les autres et on en vient à accepter ce discours et à l'intérioriser et à reproduire l'image de soi produite par l'autre. Ça a des conséquences en termes cosmétiques, capillaires, etc. Je ne vais pas y revenir, mais je voudrais juste poser ces 2 définitions qui sont donc les 2 aspects que je vois dans la négrophobie. L'haltérophobie donc possède une culture de la supériorité raciale. Donc il faut que l'autre se sente supérieur à vous pour concevoir un mépris de vous, de l'autre, enfin de vous. Il faut qu'il y ait quelques raisons de penser que d'où il vous considère, vous êtes un cran voire davantage en dessous, au point de vue de l'humanité. Quel est l'état des lieux en France? Ben, j'emploie une formule un peu lapidaire, je n'aurai pas le temps de l'expliciter, mais enfin, de la léthénisation des esprits à la banalisation des esprits.
C'est rapidement pour décrire le cheminement. Je suis en France depuis 1987, donc bientôt 30 ans. Et à partir des années 90, dans le champ politique est apparue l'expression de la libéralisation des esprits. C'est-à-dire qu'un discours qui était cantonné dans une certaine catégorie de l'espace, en fait, qui avait du mal à franchir et à arriver dans l'espace politique public, dans l'espace public de la discussion politique, ce discours progressivement a gagné un à un les différents protagonistes. C'est ce qu'on a appelé la libéralisation des esprits. Je vous ai plus explicite. Un discours qui était tenu par Jean-Marie Le Pen, dont tout le monde se moquait au moment où j'arrivais en France, dans les années 87, donc, est devenu progressivement un discours accepté par tous les partis politiques, quels qu'ils soient, tous les partis politiques, accepté, toléré, parfois avec honte, avec gêne, mais tout de même, il n'y a plus de citadelle imprenable de la libéralisation de l'esprit dans l'espace politique français. Les hommes politiques français sont de plus en plus tétanisés à l'idée, bon, je me souviens d'une image catastrophique, mais qui représentait quand même, qui exprimait bien le contexte. C'est un débat politique sur la chaîne La 5, conduit par Gilles Amar, qui opposait Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen, où Gilles Amar avait présenté des camps de boxe. Donc, on trouvait encore des candidats pour boxer contre la libéralisation des esprits. Ça a disparu, c'est fini. Tout le monde ou bien esquive, ou bien feint de ne pas voir ce qui est en train de tétaniser tout l'espace politique. C'est ça donc la libéralisation des esprits, je ne vais pas davantage. Maintenant, la banalisation des esprits, j'emprunte l'expression à un ouvrage de Serge Goulet, journaliste français qui travaille aux Antilles, en particulier en Martinique. Un ouvrage qui est paru, je crois, l'année passée, et bien entendu qui a été placarté, que personne ici, je suppose, n'a lu. Et cet ouvrage, justement, venait répondre, était une réponse aux insultes qu'avait subies Mme Taubira. Dans cet ouvrage, Serge Goulet essaie de montrer que ce que subissait Mme Taubira n'était pas une exception française et que l'espace public européen était truffé d'événements similaires, notamment en Italie, où une députée noire venait d'être prise à partie, soit avant, soit après Mme Taubira, en tout cas dans une période proche. Alors donc voilà rapidement le chemin, l'évolution en ce qui concerne la némophobie, l'évolution en France, en particulier en Europe en général. On est parti d'une baisse de la garde des hommes politiques vers une banalisation dans l'espace social, dans les quartiers, etc. C'est donc l'image que rapportait tout à l'heure Raïssa. Lutte contre la hétérophilie. Alors, comment lutter contre la hétérophobie? Je vais aller rapidement, je suis désolé, je pense qu'on s'impatiente. Je propose 3 axes: la justice, l'éducation et les médias. Pourquoi la justice? Parce que le sentiment d'impunité qu'éprouvent les personnes coupables d'actes négrophobes, identifiés, avérés comme tels, ce sentiment d'impunité les encourage à réitérer et encourage d'autres à les suivre. Je pense récemment à Willy Samuel qui a tenu des propos racistes, négrophobes et qui n'ont pas été reçus comme tels par une armée de gens qui l'ont soutenu et n'ont cessé de le soutenir. Donc il faut que les dispositions judiciaires d'un État qui est vraiment convaincu que la négrophobie est influente, il faut que les dispositions judiciaires, d'une part, soient prises, d'autre part, soient appliquées et avec la plus grande fermeté. Ensuite, l'éducation. C'est la méconnaissance aussi qui entretient cette situation. Il faut que le système éducatif comporte dans ses curricula un certain nombre d'informations et de connaissances qui permettent aux uns aux autres de mieux se connaître, aussi bien depuis l'histoire, c'est l'objet du film qu'on a vu avant, jusque dans la perspective, c'est-à-dire dans l'avenir. Construire ensemble un avenir après une connaissance de ce passé qu'on partage ensemble. Et puis les médias, évidemment, je vous ai dit, Serge Goulet a écrit le livre, il ne pouvait pas faire autre chose que de l'écrire en tant que commentateur intellectuel. Encore fallait-il que ce livre fût
commenté, diffusé, fut l'objet d'un débat public. Et donc, si les médias continuent d'ignorer un phénomène aussi crucial dans la société, il persistera. Les médias sont donc complices par omission de la persistance de ce fléau. Comment encore je suis désolé, j'ai reculé, mais l'avancer. L'homophobie, c'est se connaître soi-même. Alors, je vous avais dit, il y a un manque de confiance en soi. À force d'être discriminé, à force d'être méprisé, on finit par intérioriser les stéréotypes de cette discrimination. Il s'agit donc de se reprendre en main soi-même, de se recouvrer soi-même, de reprendre confiance en soi. C'est un travail que Marcus Garvey a appelé Back to Africa. Back to Africa, ce n'est pas seulement retourner en Afrique physiquement, géographiquement, c'est retourner vers soi-même en tant que ce qu'on est et say it out en black and proud. Voilà. Alors, mobiliser ses valeurs culturelles, ne pas avoir honte d'être ce qu'on est, d'être ce qu'étaient ses parents, ses grands-parents, etc., qui ont une contribution à l'humanité qui est tout à fait digne d'intérêt aussi. Et puis reprendre confiance en soi, précisément par cette démarche sur soi-même, pour cesser, enfin pour lutter contre sa propre aliénation, avoir suffisamment confiance en soi. Et c'est pour terminer par là, je pense que les initiatives comme l'association Rosas permettent justement à ceux qui rejoignent de telles initiatives, à travers le travail que ces personnes font ensemble, de recouvrer une confiance en soi et d'être plus à même de lutter dans l'espace public contre le fléau de la négrophobie. Je vous remercie. Dès notre enfance, nous sommes tous confrontés à la négrophobie. C'est un fait. Mais notre propos n'est pas de savoir comment, mais de se dire comment nous allons lutter contre. Pour ce faire, je vais demander à une maman qui intègre cette question dans l'éducation de ses enfants, comment réagit-elle? Pour cela, je vais donner la parole à Maraba Victor Essongo, qui est avocate, mère de famille et notre référente juridique au sein du collectif. Merci, je vais témoigner pour tout le monde. Au fait, c'est Mawaba Songé Balouki. C'est très compliqué, c'est comme ça, c'est tout moi, je suis compliquée. Je commence juste par dire que, bien qu'étant avocate, je ne vais pas vraiment parler de droit, parce que c'est pas très, comment je veux dire, ça n'empêche pas que les discriminations continuent. Donc voilà, parce qu'en fonction des discriminations, on court de 1 an maximum à 2 ans maximum, et c'est très peu appliqué. Voilà. Donc voyons comment faire pour, au-delà de la procédure judiciaire, faire en sorte que nos enfants ne ressentent plus durement le fait d'être discriminés. C'est surtout ça mon propos. Moi, comme vous pouvez constater par mon accent, je ne suis pas née en France. Je suis venue en France il y a 14 ans. J'ai fait une reprise d'études. J'ai fait un doctorat et l'école d'avocat, donc je suis installée au barreau de Marseille, tout en ayant 4 enfants. Donc, en général, dans la rue, quand on me voit avec mon accent montagne, puis j'adore ma vie en africaine, donc voilà, l'immigré à vie de prestations sociales. Et souvent, je dois d'abord lutter comme ça. Et quand les gens comprennent en fin de compte à qui ils ont affaire, ils se font tout petits. Et souvent, moi j'habite dans les quartiers sud de Marseille. Et mes enfants sont dans des écoles où il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc souvent, il y a quelques petites, comment on va dire, petites chicaneries, je ne sais pas quoi. Et j'ai un fils, l'année dernière, il était au collège Sylvain Menu, pour ne pas le citer, il est toujours au collège Sylvain Menu d'ailleurs. En début d'année, il a eu des soucis avec quelques copains qui lui ont dit tu es noir comme ton sac d'école. Il en a parlé aux professeurs qui n'ont pas vraiment réagi.
Après, d'autres copains ont pris son pantalon pour jeter dans la poubelle en cours de sport. Là, il a plutôt mal vécu. Donc, je me suis dit, ça commence à bien faire. J'ai envoyé un mot à l'école. Je suis partie voir le responsable de sa classe et je lui ai dit, la prochaine fois que mon fils sera victime de quoi que ce soit, je vais pas prendre contre l'école. Parce que si, quand mon fils vient à l'école, c'est pour être en sécurité. Ce n'est pas pour venir à recevoir des insultes de petits camarades. Et en plus, ce n'est pas vraiment des camarades. Donc, je vous mets en garde. Je suis avocate et je ne vais plus laisser passer. Bon, on a discuté et tout. Donc, voilà, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Ils ont dit, bon, on est désolé, ça va pisser le clôture, etc. Et du coup, ils prêtaient plus attention à ce qui s'est passé autour de mon fils. Et vers la fin d'année, justement, un autre copain lui a dit, ah ben tu as mangé trop de choc à pic. Mon fils n'a pas compris ce que c'est. Choc à pic, c'est le chocolat. Voilà, tout le monde mange. Lui n'a pas compris. Par contre, tous ses copains, y compris le prof de sport, lui a compris ce que c'est. Donc, ils se sont dit, oh, mais dis donc, il a tenu des propos racistes. Donc, ils sont tous allés au CPE, ils sont partis voir le CPE pour dire au CPE, voilà, il y a tel copain qui a dit à Solide, tiens, on trouve le choc à pic. Donc, c'est raciste. Au fait, ils savent que dire tu es noir, tu es ci, tu es ça, c'est fini, on comprend de suite, on réagit. Mais quand on te dit à manger un choc à pic, on te dit à manger une friandise, on pense que c'est sanctionné, quoi. Voilà, quand on ne comprend pas, quand on ne décode pas, moi, franchement, si c'était moi tout seul, je n'aurais pas décodé. Mais entre eux, ils ne savent pas dire. Pour passer à travers les mailles du filet. Mais bon, comme j'avais déjà réagi à l'école, ils se sont tous, voilà, c'est inadmissible et tout, l'enfant était sanctionné, les parents convoqués, etc. Et puis bon, ça, c'était plus ou moins calmé. Et cette année, c'est mon fils qui est au CM2, c'est lui qui est embêté. Et pas plus que mardi dernier, j'étais partie aider à l'école. Et là, la maîtresse me dit, ah mais est-ce que votre fils vous a parlé de ce qui se passe? Je dis, il m'a parlé de quoi? Je dis, ah mais de ses copains qui l'ont embêté. Je dis, ah bon, première nouvelle, il m'en a pas parlé. Parce que, en fait, mes enfants, souvent, ils ne me disent pas, parce qu'ils se disent, si on lui dit, elle va aller monter, voilà, elle va encore faire la police, machin, je vais porter plainte, donc voilà, maman, elle est trop, voilà, la tête. Il m'a pas dit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la maîtresse me dit, il y a un de ses amis qui a dit à un autre, ah là là, qui parle, c'est mon fils de CM2, qu'il est intelligent. J'aurais bien aimé avoir son intelligence, mais je ne veux pas ça. J'aime pas la couleur noire. Ça a fait boule de neige, ça a tourné, tourné. Et il y a eu le clan des Noirs, le clan des Arabes, le clan des Blancs au CM2. Ils ont commencé par se chauffer un peu et par s'affronter un peu. Du coup, la maîtresse a vu la nouvelle et elle a tenu à prendre 2 heures sur son emploi du temps pour essayer de tout mettre à plat, de dire voilà, ça c'est pas bien, ça c'est permis, ça, etc. Elle a très bien fait son travail. Après, on en a parlé. Je dis, vous avez fait ce qu'il fallait. Parce que, bon, moi, je serais. À chaque fois que je vais voir les enseignants, il n'y a rien à faire. Moi, je viens toujours voir les enseignants, je ne l'ai jamais passé. Et les enseignants, quand on va en leur expliquant, la plupart du temps, ils comprennent. Mais quand on va, peut-être aussi parce que je viens d'utiliser mettre son gay, qui, donc voilà, ça passe plus facilement, peut-être, j'en sais rien. Mais en général, les enseignants sont réceptifs et les enseignants expliquent aux enfants que c'est normal qu'il y ait plusieurs couleurs de peau et que c'est normal que voilà, un blanc ou un noir ou un arabe, c'est pareil, et ça se passe bien. Et même